un gigantesque porte-conteneurs quitte le port de New York en direction de Londres. À l'intérieur de son immense structure bat le cœur d'acier d'un moteur au fuel colossal. Une bête de plus de 350 mètres carrés et d'une puissance dépassant les 109 000 chevaux. Sa mission est simple, propulser des centaines de milliers de tonnes d'acier, de marchandises et d'espoirs humains à travers l'Atlantique. Pour te donner une idée, une voiture de Formule 1 ne dépasse guère les 1000 chevaux. Et pourtant ce monstre des mers met près d'une semaine pour accomplir sa traversée. Cela paraît absurde, non? Avec une telle puissance, on s'attendrait à le voir fendre les vagues à toute allure. Mais sa vitesse maximale n'est que de 25 nœuds, soit environ 46 km/h. Le plus étonnant, c'est qu'il pourrait aller 2 fois plus vite, mais ne le fait pas. Cette lenteur n'est pas un défaut. C'est une démonstration d'ingénierie à son plus haut niveau. Pour comprendre cela, revenons à l'origine de l'un des titans les plus emblématiques, le EMA Maersk. Lorsqu'il fut lancé en 2006, c'était le plus grand porte-conteneurs jamais construit. Sa taille était telle qu'il pouvait transporter plus de 11 000 conteneurs, et son moteur, un colosse de 14 cylindres, chacun aussi vaste qu'une pièce d'appartement, délivrait une puissance équivalente à celle de 100 trains à grande vitesse réunis. Ce moteur avale plus de 7000 litres de fuel par heure et nécessite une véritable chorégraphie mécanique pour être mis en marche. Un moteur auxiliaire, de l'air comprimé et toute une équipe de techniciens parfaitement synchronisés. C'est littéralement une centrale électrique flottante. Et pourtant, il est lent, terriblement lent. Pourquoi? La clé ne réside pas dans la puissance totale, mais dans la manière dont cette force se répartit. Imagine que chaque cheval de puissance soit une personne chargée de pousser une partie du poids du navire. Si celui-ci pèse plus de 200 000 tonnes, chacun de ces travailleurs porte une charge impossible. Quelle que soit sa force, le poids est si colossal qu'il ne peut le déplacer que lentement, très lentement. Ainsi, bien que le moteur soit un monstre d'acier, la puissance effective appliquée à chaque tonne du navire reste minime. Et s'il devait s'arrêter? Le EMA Maersk mettrait plus de 5 km pour freiner complètement, même en inversant la poussée de ses moteurs. Sa masse est si démesurée que l'inertie le maintiendrait en mouvement pendant plusieurs minutes. Mais le poids n'est pas son seul adversaire. Le second grand ennemi est l'eau elle-même. Lorsqu'un objet se déplace, il doit affronter la résistance du milieu environnant. Dans l'air, cette résistance est faible. C'est pourquoi un avion de ligne peut voler à 900 km/h sans difficulté ou une voiture rouler à 120 km/h sur autoroute sans effort excessif. L'eau, en revanche, est 800 fois plus dense que l'air. Se mouvoir à travers elle, c'est comme courir dans une piscine. Chaque pas exige une quantité d'énergie gigantesque. C'est là qu'intervient une loi physique fondamentale, l'équation de la traînée ou drague. En termes simples, la résistance augmente avec la surface frontale de l'objet et avec le carré de la vitesse. Si tu doubles la vitesse, la résistance est multipliée par 4. Si tu la triples, elle est multipliée par 9. Appliquée à une masse de 400 mètres de long, cela devient monumental. À partir d'un certain seuil, l'océan cesse d'être un fluide docile. Il devient un mur liquide. Peu importe la puissance du moteur, vient un moment où toute l'énergie est absorbée à vaincre cette résistance. C'est la vitesse terminale, et pour le EMA Maersk, elle est d'environ 25 nœuds. Au-delà, l'océan gagne toujours, mais cela n'a pas toujours été le cas. À la fin du 19e siècle et au début du 20e, les océans étaient la plus grande piste de course du monde. Les compagnies maritimes se livraient à une bataille acharnée pour remporter le Blue Riband, le trophée décerné au navire le plus rapide à traverser l'Atlantique. Être le plus rapide n'était pas seulement une question d'honneur, c'était une démonstration de puissance nationale. Chaque nœud gagné représentait une victoire politique et industrielle. Les grands voiliers Clippers atteignaient 17 nœuds uniquement grâce au vent, et plus tard, des transatlantiques mythiques comme le Queen Mary ou le SS United States
dépassaient les 30 nœuds grâce à leurs turbines à vapeur. De véritables merveilles d'ingénierie, mais aussi d'immenses gouffres énergétiques. Chaque traversée consommait des milliers de tonnes de combustible, uniquement pour préserver un record de vitesse qui n'avait qu'une valeur symbolique. Puis vint l'aviation commerciale. Voler était plus rapide, plus direct et de moins en moins coûteux. La vitesse cessa d'être rentable sur mer. Le prestige céda la place à l'économie. En 2008, avec la crise financière mondiale, les compagnies maritimes durent tout repenser. Comment réduire les coûts sans compromettre l'efficacité? Une idée, d'abord jugée absurde, fit son apparition. Et si nous allions plus lentement? Ainsi naquit le slow steaming, une pratique qui allait transformer l'industrie. Au lieu de naviguer à 24 ou 25 nœuds, les capitaines commencèrent à réduire leur allure à 18, voire à 12 nœuds. Certains adoptèrent même le super slow steaming, maintenant une vitesse constante à peine supérieure à celle d'un vélo. Pourquoi cela? Parce que la consommation de carburant ne croît pas de manière linéaire, mais exponentielle. Doubler la vitesse peut multiplier la dépense énergétique par 8 ou 10. Un géant comme le MA Maersk peut brûler jusqu'à 380 tonnes de fuel par jour. Chaque nœud supplémentaire coûte une fortune. En ralentissant, les compagnies économisent des millions et réduisent leurs émissions de CO2 de près de 30%. Pour mesurer leur efficacité, comparons. Une voiture transporte une seule personne sur environ 15 km avec 1 litre de carburant. Un avion cargo déplace 1 tonne sur à peine 2 km. Un porte-conteneur, lui, peut transporter 1 tonne de marchandises sur plus de 2000 km avec ce même litre. Une prouesse rendue possible grâce à sa conception et à l'une de ses pièces les plus cruciales, l'hélice. Sur le MA Maersk, elle mesure 9 mètres de diamètre et fabriquée d'un seul bloc en alliage de nickel, d'aluminium et de bronze, et taillée avec une précision telle qu'une erreur d'un seul millimètre pourrait gaspiller des milliers de litres de carburant par jour. Chaque rotation est optimisée pour exploiter au maximum le flux de l'eau. Fait étonnant, il n'existe aucune loi imposant une limite de vitesse aux navires commerciaux. Personne ne les oblige à aller lentement. Ils le font parce que cela leur rapporte plus. Bien sûr, on sait construire des navires rapides. Les ferries catamarans, avec leurs coques fines, réduisent la résistance et dépassent les 40 nœuds. Les vedettes rapides utilisent le planning, faisant glisser leurs coques hors de l'eau. Et les hydroptères vont encore plus loin grâce à leurs ailes immergées qui soulèvent entièrement le navire, atteignant parfois les 50 nœuds. Quant aux navires d'eau militaires, c'est un autre univers. Destroyers, frégates ou porte-avions dépassent facilement les 30 nœuds, car en combat, la vitesse est une nécessité vitale. Ils ne transportent pas des centaines de milliers de tonnes de marchandises et la question du carburant n'est pas la leur, c'est celle de l'État. La conclusion est claire. Ce n'est pas que nous ne sachions pas construire des bateaux rapides, c'est simplement que cela n'a presque jamais de sens économique. Au XIXe siècle, la vitesse était synonyme de puissance. Aujourd'hui, c'est l'efficacité qui fait loi. Et c'est pour cela que les géants des mers avancent calmement. Les navires modernes ne rivalisent plus, pour arriver les premiers, mais pour le faire au moindre coût, avec le moins d'émissions possible, et en transportant toujours plus. Plus de 90% du commerce mondial voyage sur ces colosses lents. Vêtements, nourriture, électronique, matières premières, tout. Leur lenteur n'est pas un handicap, c'est une stratégie. Et la révolution technologique continue. Aujourd'hui, nombre de ces navires sont équipés de systèmes d'intelligence artificielle capables d'ajuster en temps réel leur vitesse et leur trajectoire selon les courants, le vent ou l'affluence dans les ports. Des entreprises comme Orca AI ou StormGeo développent des algorithmes capables de prédire les tempêtes, d'éviter les congestions maritimes et d'optimiser la consommation de carburant à la seconde près. Ces technologies pourraient réduire jusqu'à 47 millions de tonnes de CO2 par an et faire économiser des centaines de millions de dollars. La mer demeure le plus vaste terrain d'expression de l'ingénierie humaine, et chaque navire qui la parcourt
est une leçon de patience, de stratégie et de précision mécanique. Derrière chaque conteneur se cache une histoire, et derrière chaque traversée, un calcul millimétré entre temps, énergie et rentabilité. Alors, la prochaine fois que tu verras un de ces géants avancer lentement à l'horizon, souviens-toi, il ne va pas lentement parce qu'il ne peut pas aller vite. Il va lentement parce que cette lenteur est sa plus grande force. C'est ainsi que l'humanité a appris à déplacer le monde, sans jamais l'arrêter. Et si tu veux découvrir d'autres secrets fascinants sur l'univers des grands navires commerciaux, ne manque pas la prochaine vidéo. Après cela, tu ne regarderas plus jamais la mer de la même façon.